Salut à tous, et c'est parti pour la ronde 5 du championnat du monde 2024. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, le championnat est déjà fini, j'ai déjà fait toutes mes vidéos de 1 à 14, juste je n'ai pas sorti la ronde 5 parce que du coup j'ai eu des petits empêchements qui m'ont juste fait louper cette ronde pour essayer d'être plus à l'heure pour les prochaines. Bon, voilà, du coup on a vu que c'était pas le cas. Mais bon, globalement, du coup, j'ai envie de revenir, du coup il me reste une seule ronde que je n'ai pas faite, c'est la ronde 5, on sait qui c'est qui a gagné, mais pour ceux qui n'ont pas suivi le championnat du monde, si c'est juste parce qu'ils n'étaient pas au courant ou si c'est juste parce qu'ils regardent dans le futur. Mais du coup, je vais simplement ne pas spoiler, je vais faire comme si c'était vraiment la ronde 5 et qu'on ne savait pas qui c'est qui a gagné. Et donc on est à deux partout entre Gukesh et Ding Liren. Gukesh a les blancs. On avait vu que Ding et Gukesh avaient fait une petite nulle sur l'italienne à la dernière ronde. Donc ici, on est à la ronde 5 et Gukesh, lui, a joué soit E4, soit D4 pour l'instant. Et il va jouer E4 dans cette partie, hein, logique, il vient prendre le centre. Ça force une réaction chez les noirs. Ici, Ding, dans sa partie où il avait les noirs, avait joué la française dans la ronde 1, qu'il avait fini par gagner. Et Ding, ici, ne surprend pas grand monde, hein, même si je trouve que c'est quand même assez étonnant qu'il ne change pas son répertoire. Il va jouer ici E6, la française, donc c'est de toute évidence ce qu'il a préparé de fond en comble. Il a vraiment envie de jouer la française. Il avait d'ailleurs joué la française dans les candidats, contre notamment Yann Nepomniachtchi. Euh, la- L'année dernière, je crois. Bon, dire comme ça, bon, c'est pas. Mais bon, globalement, ici, l'idée c'est de pousser D5. Hein. Euh, Défendu par le pion en E6, si tu pousses de directement, le problème c'est que le pion n'est pas défendu par un autre pion. Donc si tu as envie de récupérer, c'est obligé que tu le fasses par la dame, ou si jamais tu es vraiment déterminé, tu peux essayer de le récupérer avec le cavalier. Mais bon, globalement, voilà, c'est pour ça en général, soit on prépare la poussée avec C6, ce sera la carocane, on va préparer la poussée D5, soit avec la poussée E6 du coup pour préparer, et ça continue. Ici, du coup E6, sur quoi Gukesh répond D4, ben normal, hein, il prend le centre complet, et D5, combat pour le centre, menace le pion E4, force une réaction. On avait vu ici que dans la première partie, Gukesh avait joué cavalier C3. Une autre variante qui serait intéressante serait cavalier D2 pour défendre le pion d'une autre manière et garder la poussée C3 au cas où il y aurait un fou B4. Ça s'appelle la variante Tarrache. Il y a aussi la variante d'avance qui est possible, mais Gukesh va choquer tout le monde. Une variante qui n'est quasiment jamais jouée à haut niveau, c'est E prend D5, variante d'échange. Très jouée chez les amateurs, mais quasiment jamais jouée par les maîtres. Pour la simple et bonne raison que cette variante est en général euh, une variante pour faire nul. Ce qui est très étonnant, vu que Gukesh avec les blancs a un petit avantage en général. Dans ce cas-là, on joue plutôt sur des françaises Tarrache, des françaises d'avance, des françaises classiques avec KSC3, avec l'idée de peut-être jouer E5. Bon, globalement, voilà. Mais prendre est assez bizarre. E prend D5, du coup, c'est la variante normale. Hein. Le problème de la française étant notamment que le fou ici est coincé derrière son pion, la française d'échange vient permettre d'ouvrir ce fou et lui donner plus de cases. Cavalier F3, j'ai pas Gukesh qui lui développe son cavalier. Cavalier F6, fou D3. Et maintenant c'est 5. L'idée étant que le fou pourra peut-être être menacé avec C4. Et c'est compliqué de prendre ici le pion parce que du coup le fou défend. Ici, plusieurs choses sont possibles. Le coup le plus théorique étant petit roc. Sur quoi ici l'idée c'est de jouer C4, tour revient échec, suivi de fou F1. Avec un fou qui est assez actif niveau défense. Et on va ensuite essayer de peut-être jouer sur fou F4 ou fou B5 et B3 surtout pour déstabiliser la structure noire. A la place, Gukesh va jouer une sous-ligne qui est intéressante mais qui est quasiment jamais jouée, c'est-à-dire C3, pour se donner la case C2 pour le fou et peut-être ajouter un socle un peu plus solide hein, pour le pion D4. Sur quoi Ding répond le coup logique, c'est-à-dire C4. Il vient enlever cette tension qui créerait un pion isolé pour les noirs et vient gagner un tempo contre le fou. Fou C2, fou D6, l'idée étant de préparer le roc. Et, on va le voir, bon déjà, la ligne principale ici est encore une fois petit roc, avec l'idée, par exemple, avec petit roc, de jouer H3. C'est une ligne qui a été jouée notamment par Hikaru Nakamura, top 10 mondial, contre Abbasov, qui est un joueur d'Azerbaïdjan. Mais du coup, globalement, Gukesh ne va pas jouer ça. Et on va avoir une autre idée de fou D6. Parce que sinon, on peut se dire, ok, mais moi je vais jouer simplement cavalier C6 pour me développer. On dit les cavaliers avant les fous. Bah là, le but de fou D6, déjà le fou n'a pas vraiment d'autres bonnes cases hein, dans la position. Ici, il est très actif car il contrôle le centre et les autres cases centrales sont contrôlées par les pions. Mais surtout, si les noix blanches jouent Dame 2, qui est le coup de Gukesh, hein, ici,
C'est une variante qui est réputée comme faisant beaucoup nul parce que ça mène à un échange de dames après dame E7. Et là, ici, il y a plus ou moins un échange de dames qui va être quasi forcé. Hein. Ici, on voit que les dames sont ensemble et la dame noire, en fait, ne bloque pas le fou. Le fou, il a eu le temps de sortir et c'est pour ça qu'ils ont joué fou D6 avant de bloquer l'échec avec la dame. Et du coup, là maintenant, les noirs ont une position complètement harmonieuse. Ici, Gukesh va jouer d'un point E7, un coup très logique, pour se débarrasser des dames et préparer le rock, parce que si jamais on rock directement, le problème c'est qu'évidemment la dame n'est plus défendue. Hein. Donc ici, on perd très simplement la dame après dame prend dame. Et ici, bah voilà, hein, Gukesh aurait pu abandonner dans ce cas-là. Mais du coup, à la place, dame prend dame. Et ici, le coup théorique est fou sur fou prend E7, sur quoi les gens jouent plutôt petit rock, c'est arrivé dans 2 parties. Ici, à la place, Ding va jouer une nouveauté, et il va jouer roi prend E7, un coup très intéressant, hein, extrêmement logique, on est en finale, donc il va vouloir directement ensuite activer la tour en la mettant en E8, pour mettre en face du roi, et si jamais le roi noir est attaqué, il pourra toujours le mettre en F8, pour faire un espèce de grand rock, mais à l'aile roi. Ce qui est intéressant, je trouve. Mais du coup, Gukesh jouera petit rock ici, puis tour E8, hein, comme prévu. Il vient préparer son rock manuel. Tour en échec, roi F8, tour prend, roi prend. Et on a cette position, en fait, on a une finale globalement égale, mais qui peut quand même être pour l'instant un léger avantage blanc à cause du coup fou G5, qui force une réaction. Déjà ici, jouer sur roi E7 peut être extrêmement dangereux à cause de fou prend H7. Hein. Et ici, ça commence à être compliqué, surtout que G6 devrait pas être possible à cause de cavalier BD2, celui de cavalier E5 et cavalier DF3, sur quoi le fou n'est pas réellement attaquable et on pourra toujours récupérer le cavalier si c'est vraiment problématique. Après, la variante est quand même extrêmement critique et c'est possible que le noir tombe dedans, mais finalement Ding décidera de faire des concessions et il va enfermer son fou C8 en jouant cavalier BD7 pour simplement ajouter un défenseur au cavalier, éviter de se clouer le cavalier et du coup indirectement défendre le pion en H7. Et si jamais les blancs décidaient à prendre, maintenant tu peux récupérer du cavalier pour garder la défense du pion. Cavalier BD2, joué par Gukesh qui continue à se développer, c'est la case logique du cavalier. Il va ensuite peut-être jouer sur tour E1 pour mettre la tour sur la colonne ouverte. H6, il enlève le pion du viseur du fou en C2 et vient aussi attaquer le fou blanc qui revient en H4. Et cavalier H5. L'idée sera de peut-être jouer G5 et cavalier DF6 pour ouvrir le fou français en C8, mais aussi peut-être se diriger vers la case F4 et contrôler la case G3 qui peut être intéressante à contrôler si jamais les blancs par exemple venaient à revenir en plus en G3, sur quoi on pourrait simplement récupérer le fou. Sur quoi du coup ici Gukesh décidera de jouer tour 1, très logique, hein, il vient prendre la colonne ouverte avec la tour, roi F8 et G4. Un coup pour moi un peu bizarre, parce que du coup le pion s'avance énormément pour pas grand chose. Parce que du coup le cavalier n'est pas du tout enfermé, il peut simplement venir en F4. Pour moi un coup qui aurait été plus logique aurait peut-être été G3 n'est pas possible à cause de G5, hein, mais peut-être un coup d'attente, type par exemple cavalier F1 pour peut-être revenir en E3 pour améliorer la pièce, ou alors peut-être jouer sur B3 pour déstabiliser la structure de pion des noirs. Pour moi plein de coups sont logiques, mais du coup G4 joué par Gukesh qui veut simplement déstabiliser le cavalier pour peut-être revenir mettre le fou en G3, sur quoi du coup Ding va jouer cavalier F4 et fou G3 vient clouer le cavalier, donc c'était l'idée de Gukesh mais pour moi elle est un peu imprécise. Cavalier B6 joué par Ding qui vient maintenant menacer le pion G4, force G5, enfin force c'est le meilleur coup, hein. Jouer un coup comme H3 n'est pas possible à cause de cavalier prend H3 qui est sur échec, hein. Et à part ça on voit pas trop ce que les blancs peuvent faire, on va dire, hein. On voit pas trop ce que les blancs peuvent faire, donc du coup G5 est quasiment forcé en réalité, et H prend G5. Ici, H5, G6 créerait de grosses faiblesses sur la structure de pion de l'aile droite des noirs. Donc ça serait extrêmement bénéfique pour les blancs. Et si jamais les blancs, enfin si jamais les noirs décidaient à la place de ne rien faire, si jamais ils jouaient par exemple un coup d'amélioration type fou H3 pour essayer de restrictionner on va dire le roi, bah il y aurait G prend H. Et ici après G prend H, on voit que les noirs eux ont une structure de pion qui est aussi mal en point que celle des blancs, et du coup, c'est pas bénéfique. Ils sont obligés de prendre, pour garder une structure de pion assez saine, quitte à un peu ouvrir le roi. Cavalier prend G5, donc là, comme je vous l'ai dit, la structure de pion des blancs est mal calibrée, on va dire, hein, ils ont des pions isolés. Ça offre un petit avantage pratique pour les noirs, mais il faut savoir aussi que les noirs doivent gérer ce clouage qui est extrêmement gênant, donc ça peut être un peu gênant pour, du coup, les noirs. Et ils doivent être précis s'ils ne veulent pas perdre, mais ils peuvent peut-être prétendre un avantage, ou en tout cas
avoir une position plus confortable. Ici, il va jouer fou D7. Coup logique pour ouvrir la tour, hein. Pas grand chose à dire dessus. Ça vient activer aussi le fou, peut-être préparer fou A5, peut-être échanger le fou français contre le fou des blancs. Bon là il y aurait B3, mais c'est pour vous dire que le fou a plus de perspectives de mouvement sur cette case. Cavalier GF3 vient revenir en arrière, enlever ce cavalier, cette case qui est un peu fragile, pour peut-être le replacer en E5 comme on va le voir juste après. Tour E8 vient prendre la colonne verte. Prendre ici la tour ne serait pas très intéressant, il y aurait simplement roi prend E8 suivi de roi E7 qui viendrait très activement placer le roi pour la finale. Du coup à la place, Gukesh va jouer cavalier E5 pour rompre la tension et centraliser le cavalier, mais évidemment il y a prise qui vient ici se débarrasser du cavalier centralisé. Prendre de la tour était probablement plus logique, mais je peux comprendre qu'après prise, donc là le cavalier est en l'air, cavalier D3, prise, B3, il a peur que le roi s'active. Mais bon, globalement le problème c'est qu'ici les blancs sont bien, en fait c'était la meilleure option qu'il fallait faire. Ici les noirs ne peuvent pas se créer de pion passé protégé. Donc à la place ici, il va plutôt prendre du pion D, mais c'est une erreur parce que du coup il y a cavalier D3 ici. Menace la tour et menace le pion. Ici jouer tour B1 serait extrêmement passif. Donc c'est le choix de Gukesh est également compréhensible. C'est fou prend cavalier, tout simplement, il vient se débarrasser de la pièce active. Pion prend fou, on a l'impression que les noirs ont énormément de mal à se développer et à créer des problèmes ici. Créer une défense active de leurs pions centraux isolés. Mais le problème, c'est qu'ici, les noirs ont énormément d'activité. Ils pourront peut-être jouer sur cavalier A4 pour menacer les pions. Ils pourront peut-être jouer sur cavalier C4 pour menacer un peu les pièces et bien placer le cavalier. Mais surtout, là, l'idée qui est vraiment la plus critique ici dans la position, c'est tour E6 pour peut-être venir coulisser sur la 6ème rangée, peut-être venir en G6, qui sait, pour vraiment jouer sur le roi et jouer sur les faiblesses des blancs. Ici, par exemple, sur F3, qui est le coup de la partie, tour E6, c'est un coup très logique, pour venir jouer ensuite sur le cavalier A4. Et les blancs, les noirs sont extrêmement bien. Mais du coup, l'idée de Gukesh avec F3, évidemment, c'est de prendre un peu le contrôle des cases blanches, notamment empêcher le fou de venir en G4. Mais surtout, ensuite, garder la défense du pion pour le fou, hein, éviter d'enfermer le fou, mais surtout aussi de créer un chemin pour le roi, pour qu'il se centralise, donc c'est très logique. Mais du coup, Ding va créer des problèmes concrets. Après, cavalier C4, attaque le cavalier et attaque le pion en B2, qui est indéfendable. Hein. Donc, Gukesh se retrouve ici forcé de prendre le cavalier. Sur quoi après, pion prend cavalier. On voit que le pion en D3 est très proche de la promotion. Il est extrêmement qualitatif et en plus il est défendu. Donc c'est ce qu'on appelle un pion passé protégé. Et le pion il est monstrueux vraiment. Si jamais on n'est pas vigilant, il peut très vite aller à la dame. Donc ce pion en D3 est une ressource active pour les noirs qui peuvent jouer pour l'avantage grâce à celui-ci. Tour E4 joué par Gukesh, qui va vouloir essayer ensuite de venir en D4, menace aussi le pion en B4. Jouer un coup comme B5 serait peut-être un peu passif ici. Ici il y aurait par exemple roi F2, puis roi E3, plutôt fou F4 apparemment, qui peut permettre de gagner de l'activité très rapidement pour contrecarrer en fait le fait que les noirs aient un pion passé protégé. Mais après tour E4 par exemple, le meilleur coup était fou E6 pour défendre simplement le fou et ensuite replacer la tour vers la case C5. Par exemple, peut-être jouer ensuite fou D5 pour aussi taper le pion en F3 et en réalité les noirs ont juste beaucoup plus de ressources que les blancs et ils ont un petit avantage. Mais du coup, Ding n'a pas joué ça, il a joué fou C6 pour essayer de contre-attaquer sur le pion en F3. Tu ne peux pas réellement prendre, parce qu'ici il y aurait tour D8 qui vient forcer la promotion. Hein. Ici tu es dans l'obligation en fait de jouer un coup comme fou F4 pour ensuite sur D2 jouer prise. Mais ici avec une pièce de moins, c'est un peu compliqué de tenir, surtout que la tour est en deuxième rangée, il y a le pion aussi qui est en l'air, c'est perdu. Donc prendre le pion est impossible. Gukesh le voit, il va jouer tour D4, très bien joué pour empêcher le fameux tour D8 qui viendrait forcer la promotion. Sur quoi Ding prend le pion, roi F2, et là maintenant c'est différent parce que le roi attaque le fou, et maintenant le roi a tout le temps qu'il veut pour revenir en E1 puis en D1. Donc après fou C6 joué par Ding, apparemment fou H3, fou H5 est un tout petit peu plus précis, mais globalement c'est vraiment subsistentiel. Hein. Fou C6, maintenant tu peux prendre parce que du coup sur tour D8, qui est l'idée de Ding, on pourra amener le roi. Ici, un autre coup pourrait être fou D5, moi j'y ai pensé, pour taper la tour et taper le pion en rayon X. Hein. Jouer un coup comme tour A4 serait possible, mais dans ce cas il y aura peut-être D2 qui pourrait être possible, ou même tour E6 pour essayer ensuite de revenir en A6. Mais le problème c'est qu'ici en fait, les blancs ne vont pas jouer ça, ils vont simplement jouer tour C7 pour empêcher activement
la perte du pion, parce que si tu prends, moi je récupère celui-là. Donc ça peut poser problème pour les noirs. À la place, du coup, comme je l'ai dit, Ding va plutôt jouer tour D8 pour essayer de pousser, de forcer la promotion du pion, mais tour D4. Et là maintenant c'est différent, parce que du coup normalement un coup comme D2 serait possible, mais là c'est pas possible parce que du coup il y a tour prend tour sur échec. Et si jamais tu prends en te disant ok mais moi je vais pouvoir pousser, le problème c'est qu'après prise, le roi est dans le carré du pion. Ici quand on fait le carré en direction du roi, hein, on a un carré où le roi se retrouve dedans. Donc ça veut dire que même si les noirs réussissent à pousser, les blancs seraient en fait à temps pour venir simplement pêcher le pion comme ça et récupérer le pion avec un pion de plus. À la place, du coup, Ding va plutôt décider de jouer fou D5 pour attaquer le pion à 2. B3 joué par Gukesh pour restreindre le fou en mettant les pions sur la même couleur. En général, quand on a un fou d'une couleur et que l'adversaire a le fou d'une autre couleur, donc des fous de couleur opposée, on a tout intérêt à mettre nos pions sur la couleur du fou opposé pour venir combattre cette couleur. Et ici, on voit que le fou n'a plus d'influence sur ce côté de l'échiquier. Aussi, ça peut peut-être empêcher des A5. Globalement, voilà, c'est de façon très active. Roi E7, centralise le roi. Roi E3, roi E6, roi prend. Donc là, maintenant, les blancs, on récupère un pion. Gukesh a un pion de plus, mais c'est une finale complètement égale parce que, comme je vous l'ai dit, on a des fous de couleur opposées. Et le problème, c'est qu'en fait, si jamais on veut réussir à faire. Si on veut réussir à progresser dans la position, avec le pion de plus, va bien falloir pousser un pion, mais celui-là est complètement bloqué par le roi qui n'est pas sur la bonne couleur. Ici, on ne peut jamais faire échec, parce que du coup, le roi n'est pas sur la bonne couleur. Le fou bloque la poussée du pion D5, on ne peut jamais réellement pousser celui-là, parce que le pion ici serait en l'air. Pousser celui-là viendrait balancer le pion B3, et pousser celui-là serait en gros inutile, parce que le pion ici défend. Donc on voit que les blancs n'ont aucun progrès dans la position. Pareil pour les noirs, si jamais ils poussent ici, on pourrait simplement prendre. Ici, le fou bloque l'avancée. Et ces deux pions en fait se bloquent mutuellement, donc il n'y a aucun progrès possible, la finale est complètement nulle. Même si ici ils auraient pu proposer nul ou directement répéter la position, ils vont décider de la jouer un petit peu, après G3, Roi C3, A6, donc ici on voit que les blancs mettent les pions sur les cases blanches pour empêcher que le fou blanc puisse les taper, même si normalement on fait l'inverse, mais globalement, peu importe, hein, la finale reste complètement nulle. Roi D3, Roi F5, Roi E3. Ici, les noirs n'ont pas de progrès, donc ils viennent jouer E6 pour essayer de peut-être venir en D7 et jouer sur ça. Mais Roi D3, sur quoi Roi F5, Roi E3 et Roi E6. Et il y a simplement une répétition, et donc une nulle relativement précise de la part des deux joueurs. Je trouve que c'est une bonne méthode de finale, hein, même si on voit que Ding a loupé des occasions de prendre l'avantage, notamment grâce à son pion passé protégé. Mais ce n'est pas très grave, hein. Ici, c'était pas une finale non plus extrêmement avantageuse, je crois que c'était moins 0,7 tout au plus. Donc il aurait pu jouer pour quelque chose, mais finalement il a juste décidé de partir sur une nulle. Ce qui fait que les deux joueurs sont à égalité actuellement à 2,5. Du coup, la round 6 est déjà complètement sortie jusqu'à la round 14, donc vous pouvez continuer de regarder le championnat du monde. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Dragon Alpin. Tchuss.